Bien, bonjour à tous. Alors, premier épisode d'une série qui va constituer un long vol en DC6 entre Las Vegas et Cincinnati. Ce vol donc, va durer plus de 6 heures, donc je ne vais pas évidemment faire une vidéo de 6 heures, je vais faire plusieurs vidéos. La première sur la préparation du vol. Alors, le logiciel que j'utilise pour cela, c'est euh, SkyVector. Alors je l'utilise principalement pour les vols au-dessus des États-Unis, parce qu'il est extrêmement bien détaillé dans ce cas-là. Et pour d'autres, j'utilise Little Navmap par exemple, et puis Navigraph, qui est un logiciel payant par contre, mais qui présente également un certain nombre d'avantages. Pour moi, l'idéal reste quand même d'utiliser intelligemment un mix de ces trois logiciels. Vous avez donc ici le trajet global entre Las Vegas, qui est ici en bas à gauche, et Cincinnati, qui est au milieu à droite ici. Donc c'est un très long vol, puisqu'on va utiliser un DC-6 dont la vitesse de croisière est de l'ordre de 240 nœuds, pour un niveau de l'ordre du 220 maximum. On verra si on monte un peu plus haut. Euh, D'ailleurs, on va mettre plutôt un 210. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc, vous voyez ici en haut à gauche, donc Las Vegas, Cincinnati, puis le tracé de notre vol, vitesse, niveau, le fuel dont on a besoin, 22 385, qui va me donner un log de navigation, que je vais afficher tout de suite d'ailleurs, et qui est ici, et que je vais m'empresser d'ailleurs d'imprimer, puisque je vais vraiment en avoir besoin pour le vol. Je vais évidemment afficher la carte de vol aux instruments, qui est celle qui va m'intéresser le plus. Alors on voit qu'il n'y a pas de vent. La procédure de départ, je vais y revenir en détail, elle est un petit peu compliquée. Elle est un petit peu compliquée principalement parce que mon avion, le DC-6, a un taux de montée catastrophique, de l'ordre de 250 pieds par nautique. Et là, je pense que les experts goûtent ce que je viens de dire. 250 pieds par nautique, c'est juste une catastrophe. Et donc ça demande beaucoup d'adaptation, notamment là, dans la réalité, euh, si je vois que ma montée ne passe pas forcément, ce qui peut être le cas de celle-ci, alors les autres c'est sûr, mais celle-ci en particulier, je vais y revenir, il faut juste 30 nautiques pour que ça passe. Et c'est pas dit, donc voilà, mieux partir en VFR par exemple, et espérer pouvoir monter suffisamment haut, puis passer en IFR, ce qui me ferait un plan de vol type Zulu, VFR puis IFR. Bon, à l'issue, on prend cette route-là. Je ne vais pas revenir, tout ça, ça a déjà été préparé, je l'ai préparé en détail. On remarquera que j'espère passer à partir d'Albuquerque en haute altitude, c'est-à-dire au-dessus du 190, même au-dessus du 200 là, vous voyez, minimum en haute altitude. Bon, si c'est pas possible, j'ai d'autres options. Si c'est pas possible à cause de la masse de l'avion, j'ai d'autres options pour rester en low, en niveau bas. Et puis ensuite, l'arrivée à Cincinnati. Donc un vol très long, mais bon, avec beaucoup de vent travers, on le voit à mon niveau, il va y avoir pas mal de vent. On va faire avec. Tant que c'est pas du vent de face de 100 nœuds, ça le fait, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de la... Donc ça c'est globalement le déroulement. Je vais juste vous montrer la procédure de départ. C'est la Hoover 7 de mémoire. De toute façon je l'ai imprimé, mais voilà. Donc ça c'est la procédure de départ. On voit tout de suite ici les minima de décollage. 19 droite, 26 droite ou gauche, standard minimum climb, 360 pieds par nautique. Donc c'est possible sur mon avion. J'ai fait mes calculs. À condition de tenir 1000 pieds variaux, c'est pas dit vu la masse. Par contre, en diminuant un peu la vitesse, c'est possible. En tenant 700 pieds variaux, bon, j'ai plein de variables. Si j'arrive pas à tenir ces minima, je ferai un départ VFR. Et puis on montera, peut-être en circuit d'attente, en négociant avec le contrôle, pour arriver ici à Boulder City aux alentours des 10 000 pieds.
Puis on fera ce trajet-là jusqu'à Peach Springs. Et après, c'est notre départ sur la route. Euh, Donc voilà pour le départ. J'espère donc un départ en 19 ou idéalement en 26. Ce serait vraiment le top du top. Vous voyez, donc c'est pas mal ça parce que Sky Vector a une grosse partie des cartes directement disponibles. Donc ça c'est cool. Pareil pour Cincinnati. On a les quelques arrivées. Hein. Donc de mémoire, la mienne c'est Shelbyville 6. On va pouvoir regarder là. Enfin, je pense que ça sera celle-ci, on verra bien. Hein. Avec une arrivée directe sur Brickyard. Euh, donc voilà, et puis là, l'arrivée est relativement simple. Pour ce qui est de la procédure d'approche, ça on verra, on a le temps. La météo a largement le temps de changer. À propos de la météo, tiens justement, ce qui est pas mal sur Sky Vector, c'est ça. Entre autres, hein, il y a vraiment d'autres trucs sympas, mais quand même, là on voit la météo dans sa globalité sur mon trajet. Donc avec une espèce de petite perturbation, mais ça n'a pas l'air méchant, c'est surtout ça a l'air très haut. Il fera beau pendant tout le vol, et puis logiquement, ça va commencer à remerdouiller un peu. Mais vu le déplacement du système, je pense que cette dépression elle va se déplacer par là. Dans 6 heures, je pense qu'il fera très beau à Cincinnati. D'ailleurs, si on regarde, aujourd'hui on est le 17. Évidemment, dans la matinée, ça va s'aggraver. Mais là, on le voit qu'à partir de... quoique, c'est pas si évident que ça. Mhm. Ouais. Si, normalement, on va vers du beau. On va voir. Bon, en tout cas, c'est clair que là, tout ça, c'est une zone très mauvaise. Les petits points, là, sont assez sympas. Ils permettent de voir précisément ce que ça donne. Il ne faudrait pas que ça soit cette perturbation qui nous arrive sur la tête. Mais bon, on va voir. Ça, c'est pas mal du tout, hein, ces options. Vous voyez, multiples options pour voir vraiment la météo. On peut même imaginer, voilà, des zones temporaires de restriction de vol, ok. On peut imaginer les sigmètres, moi ça m'intéresse aussi, notamment pour les turbulences. Bon, il y en a pas ici. Ah si, des turbulences, mais évidemment. Donc on peut s'attendre à beaucoup de turbulences pendant le vol, c'est logique, hein, avec ces 75 nœuds travers là. Ça va être un petit peu tendu. On va voir. Ce qui peut être sympa au stade de la préparation sur ce logiciel, c'est de changer le niveau. On voit que bon, ça ne change rien en termes de vent, ça ne change rien non plus en termes de temps. Donc on va rester au 210 parce que j'espère quand même un vent qui peut tourner dans la bonne direction pour moi, donc on verra bien. Donc vraiment un truc super sympa. Bon, voilà, du givrage, on voit qu'il y en a actuellement. Et il y en a à l'arrivée. Donc on verra bien ce que ça donnera. Alors au passage, je vais le faire en temps réel. Ça veut dire que on va faire le vol entièrement de nuit. Parce qu'il est... Là, il est 7 heures du matin ici pour moi. Donc il doit être 10 heures du soir à Las Vegas. Donc 10, ça va nous faire arriver à 4 heures du mat à Cincinnati. Donc voilà, ça va être un vol de nuit total. Ah oui, je vous montre ça. Quand même un fichier Excel que j'ai conçu qui me semble pas trop mal. L'idée générale de ce document est de me permettre les calculs les plus rébarbatifs de pétrole, etc. et de centrage. Donc là, on part de Las Vegas. La piste fait 14 500 pieds. On va à Cincinnati, la piste fait 12 000 pieds. Et puis là, on a le devis de carburant, donc 500 livres pour démarrer, rouler, décoller. Le trip, c'est 18 000 livres. La réserve, le pétrole de dégagement vers ce terrain-là. Et puis une réserve finale de 1800 livres, ce qui fait une QMC à 22 385. En général, j'essaye de décoller à la QMC. Donc ça nous donne le poids vide, ok, le poids au décollage, le poids d'atterrissage sans
commerce sans charge commerciale. Ma max commercial load au décollage, à l'atterrissage. On voit donc que c'est le décollage qui me limite, évidemment. Donc on va emporter un max de pax, 6500 livres de cargo. Ça nous fait une charge commerciale de 19 080 livres. Pour donc un carburant chargé de 22 385 livres, 102 700 livres au décollage, ce qui est quasiment la masse max. Et puis une masse à l'atterrissage relativement cool, de 82 763 livres. Donc bien en dessous de la masse. Pour ce qui est du décollage, là on a le briefing au décollage avec les vitesses qui sont automatiquement calculées. Et puis tant que j'ai pas de cases qui apparaissent en rouge, c'est que ça passe. Tant au niveau distance de décollage, etc. Le briefing de montée. Alors nous on fera une montée standard. Le briefing de croisière avec les perfos, la vitesse espérée 189 nœuds, la VP espérée 248. Et puis le briefing d'atterrissage avec notre masse à l'atterrissage et les vitesses en fonction des volets. Ici quelques perfos pour information. Donc à la masse max, c'est 7800 pieds la piste minimum. À l'atterrissage, 5000 pieds. De façon absolue, c'est-à-dire à la masse mini, que ce soit pour l'atterrissage et le décollage, il me faudrait 5600 pieds. Pourquoi je dis absolu ? Eh bien parce que si voilà, je me pose juste la question de quelle piste est accessible, ce sera 5006. Et puis voilà. Et évidemment, le plus limitatif, c'est, on le voit ici, le décollage. L'atterrissage, il se pose assez court, cet avion. Ici, donc, j'ai un système qui me permet de calculer. Donc là, on a vu le poids, et puis là, le centrage. Alors là, pareil, tant qu'aucune case apparaît en rouge, ça passe. Donc, ce qu'il faut être vigilant quand même, c'est l'évolution du centrage pendant le vol. Donc, on voit qu'on décolle à 19,41, on se pose à 19,60. Sans carburant, c'est 18,67. Donc, le delta entre là et là, il est de 0,20, donc ça va. C'est important ça parce que on peut avoir des configurations particulières, notamment quand on emporte du carburant qui ne va pas être grillé pendant le vol, où le delta de centrage est important et ça peut avoir une influence sur les perfos de vol. Ici, la façon dont vont être chargés les réservoirs, donc on voit que tous nos réservoirs principaux seront chargés et qu'on aura des réservoirs auxiliaires également chargés. Vous allez voir sur le DC6, très très intéressant de voir comment sur cet avion d'ancienne génération, des années 50 finalement, le système de transfert est extrêmement pertinent. Alors ça, c'est l'effet du centrage, l'effet du carburant sur le centrage. On voit qu'il est très faible. Ce qui est le plus important, c'est évidemment les PAX. Mais par exemple, on ne peut pas décoller sans passagers, à minima sans l'équipage. Si on n'a pas d'équipage, au niveau centrage, ça ne passe pas. Donc voilà. Ah oui, autre chose. J'utilise pendant le vol ce logiciel-là, alors qui est juste, à mon sens, énorme. Ça s'appelle Random Failure FS 2020. Donc qui me permet de façon beaucoup plus pertinente que le logiciel de base sur FS 2020 de planifier des pannes potentielles. Donc là, pour faire très simple, ça peut arriver entre 0 et 50 000 pieds, entre 0 et 180 000 secondes, c'est-à-dire 50 heures, entre 0 et 600 nœuds, maximum 2 pannes, et j'ai mis toutes les possibilités de panne à 1%. En gros, le logiciel, dès que je le lance, va calculer la probabilité. Donc entre 0 et 180 000 secondes. Pourquoi j'ai pris 50 heures ? Parce que les avions sont révisés toutes les 50 heures et j'estime qu'il y a 1% de chance de panne, de risque de panne dans ce contexte-là. Donc là, on a toutes les pannes possibles. Alors, vous voyez, j'ai tout mis à 1%. Donc avionique, fuel, brakes, gear, j'ai mis toutes les possibilités à 1%. Engine, c'est pareil. Donc en plus, j'en ai 4. Donc vous voyez, tout est à 1%. Panel, failure list. Alors là, si je veux tricher, j'ai juste à cliquer là-dessus, mais je ne vais pas le faire. Et puis voilà, tout le reste. Donc ce qui est vachement intéressant, en fait, c'est que je ne suis absolument pas certain, contrairement à la configuration de base de Flight Sim 2020, que tout va bien fonctionner.
Donc ça demande une attention très particulière quand vous sortez, quand vous rentrez le train. Je peux vous dire que vous regardez réellement. Euh, Pareil pour les volets, enfin, bref, pareil pour tout. Et puis ça peut tomber n'importe quand. Donc là, sur un vol de 6 heures, bah, la probabilité, elle n'est pas nulle qu'il se passe quelque chose. J'utiliserai également ce logiciel-là et pour la première fois, qui s'appelle Enhanced Live Traffic. L'idée, c'est de se connecter directement à Flight Radar pour avoir sans délai l'ensemble des vols autour de moi. Bon, c'est juste pour le fun, hein, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui dans l'utilisation de ça. Je ne vais pas le faire le vol sur VAT Sim, parce que j'ai envie d'avoir la paix aujourd'hui. Voilà, donc, messieurs, dames, pour une rapide présentation de ce vol.